Je n'ai pas peur des sorcières, des lutins, des apparitions, des géants vantards, des esprits malins, des farfadets, etc. Ni d'aucun autre genre de créature, hormis les êtres humains. Goya, 1792. Première partie, le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Chapitre 1. La première fois que j'ai entendu parler de Clara Manant, alias Calypso Montan, c'était en septembre 2018. Jean venait de repartir en mission. 5 ans que nous nous connaissions et autant de séparations et de retrouvailles. Il était marin timonier. Jean avait tenté de m'expliquer son métier, les paquebots de commerce, son rôle d'adjoint de l'officier, chef de quart pour la navigation, les relevés météo, les transmissions radio, les documents de navigation. Je n'ai jamais vraiment retenu grand-chose, seulement l'essentiel. Il n'était heureux qu'en mer. Alors j'ai supporté ses absences. Chaque année, à la mi-septembre, c'était pour nous l'heure des adieux dans les ruelles du quartier du Vieux-Port à Marseille. Je l'accompagnais jusqu'au taxi qui l'emmenait au port de commerce. Nos reflets sinistres dans les vitrines sales. Ma fine silhouette un peu voûtée, mes longs cheveux bruns et mon teint plus livide que d'habitude, et Jean pressé, juste pressé. Il marchait toujours quelques pas devant moi, les mains dans les poches, la tête rentrée dans les épaules. Il portait son éternel manteau rapiécé, ni tout à fait noir, ni tout à fait kaki. Un manteau usé par le temps et l'air iodé, mais dont il ne pouvait se séparer. Ils se ressemblaient tous ces matins d'adieu, nos soirs de retrouvailles aussi. Nos mains qui n'en pouvaient plus de s'attraper, mes yeux qui n'arrivaient pas à croire qu'il était là, vraiment là, pour 3 mois. L'amour que nous faisions dans sa chambre d'adolescent chez sa mère, Irène, ou dans mon studio. Mais Jean n'aimait pas ma garçonnière. Il la trouvait triste. Il préférait l'appartement d'Irène, encastré dans une ruelle étroite. L'hiver, il était humide et pas très lumineux. Irène ne s'en plaignait jamais. Elle était toujours d'une humeur égale. Elle travaillait sur les marchés. Elle y vendait des légumes de maraîchers locaux, à un prix honnête lui permettant de se dégager un salaire correct. Le père de Jean, personne n'en parlait jamais.